Donc, je vais vous parler de la gestion de configuration, des enjeux de gestion de configuration à grande échelle. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à retirer le bord. Bon, ça sera bien comme ça. Donc déjà, qu'est-ce que la gestion de configuration Qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'une infrastructure à grande échelle? Ça passe pas les slides. Ouais. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire par grande échelle? Et la grande échelle, c'est une grosse infrastructure, des milliers de serveurs, plusieurs équipes qui vont gérer ces systèmes. Alors, quand je vais dire système, ça va être au sens large, ça va être des VM, des containers, des choses dans le cloud, des machines physiques. Souvent, il y a un historique complexe dans une grosse infrastructure. Il y a plusieurs versions d'OS utilisées, plusieurs systèmes utilisés, peut-être du Windows. À une époque, c'était de l'Ubuntu qui était installé, et puis ensuite, c'est passé sur du Red Hat. Mais il y a encore tout ça qui est maintenu. Des versions sûrement end of life, de l'AX, de l'IBM-Z, de HPUX. Peut-être une machine, personne ne sait ce que c'est, mais il ne faut pas l'éteindre parce que ça risque de tout casser. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qui est totalement homogène avec 50 000 instances identiques. Les enjeux, c'est de s'assurer que le système continue à tourner, que les services fonctionnent, tout en étant sécurisés, et tout ça avec des fenêtres de maintenance qui sont souvent beaucoup trop courtes, et des end-of-life d'applications, des end-of-life d'OS à gérer. Alors pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que je suis cofondateur de la société Normation. Normation, c'est un outil de gestion de configuration et je suis Customer Success Manager dans cette société. Mon objectif, c'est de faire en sorte que nos utilisateurs soient contents d'utiliser Rudder et surtout, je me concentre sur les gros déploiements de notre solution. Je ne vais pas vous parler de Rudder, ce n'est pas le but de la conférence. Je vais vraiment vous parler d'automatisation à grande échelle. Donc c'est complètement agnostique en fonction des outils. Les problèmes sont toujours les mêmes, c'est jamais des problèmes d'outils de toute façon. Donc ce qui est compliqué, c'est de faire des changements sur une infrastructure complexe, en trouvant le temps pour faire ces changements, tout en refactorant les systèmes, en le faisant évoluer, en l'améliorant, en le rendant plus efficace, savoir se débarrasser des systèmes qui sont des OS qui sont plus maintenus, et en gardant un niveau de sécurité suffisant pour que le RSSI arrive à dormir la nuit et ne pas épuiser tous les administrateurs en leur faisant faire des centaines de copier-coller sur des machines identiques. Alors, pourquoi la gestion de configuration? C'est assez évident, mais je vais enfoncer des portes ouvertes. C'est pour l'automatisation, pour gérer tous les systèmes sans devoir se connecter dessus automatiquement et assurer la cohérence entre tous ces systèmes et tous les changements. Aller beaucoup plus vite que de faire des SSH et savoir qui a demandé le changement, voir qui a fait la pull request dans l'outil de gestion de configuration, qui a fait la demande de changement dans le ticketing, etc. Une meilleure traçabilité donc et moins d'erreurs humaines, moins de typos. Enfin, ça dépend. Parfois, on propage une erreur automatiquement sur 10 000 serveurs au lieu de la faire sur une seule machine. Mais c'est plus facile de revenir en arrière. Donc, comment est-ce qu'on avance? Il va falloir mettre en place des process. Surtout, expliquer aux gens quel est le but de mettre en place de l'automatisation et s'assurer que les gens soient contents et acceptent. Moi, j'ai eu le retour d'un ami qui avait mis en place du Kubernetes dans une société en tant que consultant. Et il s'était retrouvé un matin à ne pas pouvoir aller sur le site avec les admins qui faisaient grève parce qu'ils avaient peur de se faire virer. Non, le but de l'automatisation, ce n'est pas de virer les gens, c'est de les libérer des tâches atroces qui sont se connecter sur chaque machine, faire la commande et récupérer le résultat de la commande et de pouvoir automatiser ça pour qu'eux, ils fassent un vrai travail d'humain qui est de réfléchir, de faire des changements, de faire des améliorations. Il faut choisir des responsables de l'automatisation, de la gestion de configuration dans chacune de ces équipes. Des gens qui vont gérer, piloter les personnes qui feront l'automatisation et un responsable global qui va s'assurer de la cohérence des systèmes, de la cohérence des changements entre les équipes
et dont ça sera l'unique travail. Un ou plusieurs responsables, d'ailleurs. Évidemment, il faut allouer du temps et des ressources pour faire ça. On a eu le retour une fois d'une industrie où l'objectif, c'était automatiser. On va tout automatiser, ça va aller beaucoup mieux. Donc, ils ont acheté un outil sur étagère. Et, les gens ont pu l'installer sur 10 machines. Et puis, un an après, il ne s'était rien passé d'autre. En fait, les opérateurs n'avaient juste pas le temps de gérer le run et des incendies qu'ils avaient en permanence. Donc le management était très fâché parce qu'ils avaient acheté un outil et il ne s'était rien passé. Et donc les personnes techniques ont passé du temps à expliquer au management qu'en fait il fallait recruter des gens ou alors libérer du temps aux gens pour effectivement travailler sur ces sujets-là. C'est aussi se connaître. Ah oui, ça a mis du temps. Se connaître soi-même. Donc ça, c'était sur la façade de l'oracle de Delphes. Connais-toi toi-même. Et ben, c'est d'autant plus vrai pour l'automatisation. C'est important de faire un inventaire systématique de tous les systèmes qu'on a, savoir exactement qu'est-ce qui tourne, quels sont les services qui fonctionnent dessus, qui est responsable de ces services, à qui rend effectivement un service, identifier ceux on ne sait pas ce que c'est, qui tournent peut-être ou pas, et classifier donc tous les systèmes qu'on a en fonction de ces informations qu'on a remontées, faire des tags depuis votre VMware ou des choses comme ça, et les inclure au fur et à mesure dans votre outil de gestion de configuration. Même si ça ne va rien faire, au moins ils seront inclus dans votre système et vous pourrez un jour les gérer. On ne laisse pas de système derrière. Donc il faut aussi provisionner, que tous les nouveaux systèmes provisionnés soient gérés automatiquement par la gestion de configuration, ou en tout cas inclus automatiquement dans la gestion de configuration. Ça ne sera pas toujours possible. Par exemple, sur du HPUX, je ne pense pas que vous pourrez automatiser grand-chose. Mais faites le mieux de ce que vous pouvez. Il va falloir faire un audit systématique de ces systèmes. Idéalement, en utilisant la gestion de configuration, ça ira plus vite. Vous définissez un état, vous regardez, ou vous lancez un job Ansible, vous regardez ce que ça vous retourne, vous comparez avec ce que vous vouliez, en commençant par des points faciles. Comme ça, vous prenez en main l'outil, vous apprenez. Ça reprend un peu ce que disait le speaker précédent. On commence par ramper, ensuite en marche, ensuite on court. Et bien là, c'est pareil. On commence par des choses simples, et petit à petit, on va vers les choses plus compliquées. Et on mesure l'écart entre ce qu'on pensait avoir et ce qu'on a effectivement. Un grand industriel, qui lui est passé à Render, a mis plus de 200 jours hommes à faire l'audit de son parc en entier, alors qu'ils avaient un système plutôt consistant et une CMDB qui était à peu près à jour. Mais juste se connecter sur 10 000 machines et regarder ce qu'il y a sur ces 10 000 machines, ça leur avait pris 200 jours hommes. Il faut vraiment provisionner du temps pour ça. Normalement, vous êtes dans le puits du désespoir ou de la désillusion quand vous avez fini votre audit. Vous avez passé énormément de temps, puis vous n'avez rien en fait. Vous avez juste un truc quelque part qui est installé, mais qui ne vous a rien changé et qui vous a pris énormément de temps. Les managers sont à peu près fous et les équipes techniques se disent qu'elles ont quand même passé énormément de temps pour un résultat un peu faible. Mais c'est maintenant que, au contraire, vous allez pouvoir avoir des bénéfices. Vous allez pouvoir déployer vos nouveaux systèmes donc avec l'outil de gestion de configuration et gérer automatiquement vos services avec. Donc vous allez devoir adapter vos systèmes, vos méthodes de travail, en impliquant les devs qui font les applications pour que ce soit packagé pour votre outil, les ops qui vont devoir changer leur méthode de déploiement pour utiliser l'outil d'automatisation. Et là, c'est le bon moment pour impliquer aussi la sécurité, pour être sûr que vous mettez à l'intérieur de votre automatisation toutes les règles de sécurité, toutes vos règles internes. Ce qui fait que vous allez pouvoir démarrer des services en quelques minutes, voire même en quelques secondes, qui vont suivre les règles de sécurité de votre entreprise et potentiellement aussi des normes de compliance que vous avez besoin de suivre, du BAL ou de l'ISO, ou etc. Vous pouvez faire aussi des portails ad hoc pour les équipes qui ne sont pas techniques, donc des portails self-service
où les personnes vont pouvoir commander avec un clic les services qu'ils veulent sur un OS qu'ils veulent, avec tout ce qu'ils ont besoin. Ça va permettre aux équipes qui ont besoin de l'informatique de ne pas avoir besoin de déranger les gens qui font de l'informatique et d'avoir directement leur service. Ça va aussi vous permettre de vous assurer que vous n'allez pas avoir des équipes marketing qui vont déployer un système sur Amazon en payant avec leur carte bleue et qui sera connecté à votre système interne où il n'y aura pas du tout de sécurité. Donc, ce qu'a fait un grand industriel qu'on connaît, c'est de faire justement des portails self-service pour toutes les équipes. Et donc, ils n'étaient plus jamais dérangés pour déployer des systèmes. À chaque fois, c'était la personne de l'équipe qui demandait son service avec des drop-down list. Ça déployait sur leur infrastructure qui était hyper sécurisée. Et comme ça, tout le monde était content. En passant par l'automatisation, il y a moins d'erreurs, moins de risques de typo et des temps de réaction beaucoup plus rapides. Et vous pouvez aussi créer votre propre plan ça crée automatiquement votre propre PRA, plan de reprise sur activité. Parce que si vous savez déployer toute votre infra automatiquement, vous savez la remonter aussi automatiquement. Ça, on a eu le cas avec une société qui est une équipe de sécurité des infrastructures qui a amélioré son PRA de 2 semaines à 2 jours pour faire une reprise totale d'activité après un incident catastrophique. Alors, c'était une simulation, mais ils ont remonté un data center complet en 2 jours grâce à l'automatisation, là où ça leur prenait 2 semaines auparavant. Un autre avantage que vous allez avoir, ça va être de tout simplement mettre en place votre sécurité automatiquement et de gérer votre sécurité via l'automatisation. Et vous allez être sûr que vous allez être conforme. Si vous avez des normes à suivre, vous allez aussi inclure ces normes dedans. Vous allez pouvoir faire vos benchmarks CIS automatiquement via vos politiques de configuration. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, les audits de conformité, c'est plus stressant. C'est un non-événement. L'auditeur vient, il vérifie que tout est bon et puis il repart. Ça, une compagnie de télécommunications qu'on connaît passait 3 mois en avance à démarrer l'audit, donc vérifier que tout était bon par rapport à l'ancien audit, repasser sur chaque machine, et puis l'auditeur venait et puis il trouvait quand même des trucs qui avaient été oubliés et il devait recommencer. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il prépare l'audit la semaine d'avant en imprimant les sorties de l'automatisation. L'auditeur vient, il vérifie, il regarde quelques machines en plus pour être bien sûr, et puis ça se passe bien. Je ne citerai jamais de nom de société, par contre. Il y a des limites quand même. Ça ne va pas régler tous vos problèmes automatiquement. Vous allez toujours devoir faire évoluer vos systèmes. Et ça, ce n'est pas l'automatisation qui va le faire évoluer, ça va être vous. Et un vrai problème, c'est que les end of life, on a toujours l'impression qu'il y en a une qui arrive, quoi. Donc quand vous avez des milliers de serveurs, il y aura toujours des serveurs à upgrader. Il faudra toujours valider les nouvelles versions des OS, faire des nouveaux templates, faire des nouvelles configurations pour cela. Et on se rend compte que les utilisateurs ne veulent pas éteindre leur service pour mettre à jour des serveurs. Ça ne les intéresse pas. L'industriel qui faisait des portails self-service s'était retrouvé avec 5000 systèmes qui étaient proches de la end of life et qui devaient être upgradés dans les 12 prochains mois, bien qu'ils avaient arrêté totalement de fournir des nouvelles images pour cela. Et ils avaient énormément de mal à obtenir que les utilisateurs acceptent d'arrêter leur VM pour les upgrader. Il y a des systèmes que vous ne ferez jamais évoluer. Parce qu'ils dépendent de systèmes d'OS trop vieux. Par exemple, une base de données qui ne fonctionne que sur du RHEL3, il faudra la remplacer et parfois on ne peut pas la remplacer. On n'a pas le code source, on n'a pas l'application. Il y a des serveurs qui ne peuvent juste pas être changés. Dans mon premier métier, je travaillais dans de la récupération de données et on faisait des émulateurs de disques durs pour des bandes tests de moteurs de fusée. Ça, le bande test de moteur de fusée, on ne le change pas. Donc on ne peut pas le faire évoluer. Et c'était des machines des années 80. Il y avait eu des projets de plusieurs millions pour essayer de remplacer par des systèmes modernes qui ne fonctionnaient pas aussi bien. Et donc il fallait améliorer le hardware
enfin remplacer le hardware parce qu'on ne pouvait juste pas remplacer, changer la machine. Et du coup, le software, lui, on n'en parle pas, hein, parce que plus personne savait comment ça fonctionnait, plus personne n'avait le code source ni quoi que ce soit. Dans ces cas-là, le mieux, c'est de faire en sorte de s'assurer que ces systèmes peuvent toujours fonctionner et qu'ils soient dans un environnement qui soit sain, qui soit sécurisé, et qu'il n'y ait pas des systèmes autour qui puissent être des vecteurs d'attaque pour ces serveurs ou pour ces machines qui, elles, sont vulnérables. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais, j'ai l'impression. Eh bien, merci beaucoup.